de militaire, quoi. Donc il y avait une discipline militaire qui était demandée même aux scientifiques. Et pourtant, lui, il essayait tout le temps de contourner un peu l'administration, les règlements militaires, par exemple. Il s'est rendu compte qu'il y avait une censure dans les lettres qu'il envoyait à sa femme. Et donc il s'amusait toujours à faire des messages codés avec sa femme. Ça énervait un peu ceux qui faisaient la censure. D'ailleurs, sa femme, donc j'ai dit qu'il a épousé quand il savait qu'elle était condamnée, elle a fini par mourir, sa femme, alors qu'il était à Los Alamos. Los Alamos, c'est la ville dans laquelle se tient le projet Manhattan, c'est au Mexique. Aussi, notamment, il s'est découvert une passion pendant qu'il était à ce projet Manhattan, c'était d'essayer de forcer les coffres-forts. Enfin, pas à forcer loin, mais en essayant de trouver les combinaisons. Et il a réussi à ouvrir des coffres-forts qui tenaient des documents super importants sur la bombe atomique. Et comme ça, pour rigoler, enfin, il a trouvé le code parce que c'était les premières décimales du nombre E, la base naturelle. Donc 2, 7, 1, 8, 2, 8. Il a réussi à ouvrir le coffre, il a pris les documents, il les a déplacés juste pour rigoler. Il a mis un petit message pour se moquer à l'intérieur. Et le mec qui a ouvert le coffre, il a fini par chuter complètement. Et bon, voilà, au final, il n'avait jamais d'ennui parce que tout le monde l'appréciait, parce que c'était quelqu'un de très sympa. Donc une fois la guerre finie, donc le projet Manhattan fini en 1946, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Il dit je vais me lancer dans l'enseignement. Donc on lui offre un poste à Cornell, donc c'est une université très prestigieuse aussi, vous voyez Cornell ici. Ça fait partie de l'Ivy League, l'Ivy League c'est les 8 universités les plus prestigieuses du nord-est des États-Unis. Donc Feynman il disait souvent je ne sais pas pourquoi on m'offre des postes aussi prestigieux, j'ai rien d'exceptionnel, donc il était un peu modeste. Et donc très vite, il va se faire énormément apprécier des élèves parce que ses cours, ils sont très vivants, il ne se contente pas de balancer des équations au tableau, il va vraiment, il va ponctuer son cours de petites anecdotes, de petites blagues, il tient tout le monde en éveil, il va vraiment expliquer avec des mots le sens profond des choses, et ça plaît énormément aux élèves. Donc il va enseigner pendant 5 ans au Cornell. Il ne sait pas qu'il s'y plie pas, mais c'est qu'il commence à être lassé un peu par le climat pluvieux. Donc il décide de partir vers le sud. Et on lui offre un poste au Caltech, le Californian Institute of Technology, en Californie. Et à partir de 1951, il va enseigner là-bas. C'est très prestigieux aussi. Et donc il va enseigner là-bas jusqu'à sa retraite. C'est au Caltech qu'il a publié la majeure partie de ses travaux. C'est là qu'il a eu son prix Nobel en 1965. Il a aussi reçu la médaille Ørsted en 1972. Donc la médaille Ørsted, c'est une médaille qui est décernée uniquement aux enseignants de physique, et elle est considérée comme la plus prestigieuse dans ce domaine-là. À savoir que par exemple Sommerfeld, il a eu cette médaille, alors qu'il a eu comme élève Heisenberg, Dubaï, Pauli. Donc pour prendre des génies pareils, ça faut être un bon professeur quand même. Donc divers points de sa vie. Donc il a été marié 3 fois, comme je l'ai dit, avec une femme qui s'avait condamnée, 2e fois avec une femme qui ça n'a pas duré, et 3e fois avec une femme qui est restée jusqu'à la fin de sa vie. Il a eu 2 enfants avec. Mais bon, Feynman, il avait la réputation d'être un peu un dragueur, un coureur de filles, passait pas mal de soirées dans les boîtes à striptease, il en a eu pas honte. Ouais. C'était aussi un joueur de bingo invétéré, vous voyez en jouer là. Il parlait couramment l'espagnol, le portugais et le japonais, parce qu'il est parti enseigner pendant 1 an au Portugal, enfin au Brésil, pardon, où on parle le portugais, et donc il a appris sur le tas. Le japonais aussi, c'est quand il est parti au Japon dans le cadre de son travail, il a appris là. Il a fini par mourir d'un cancer à 69 ans, forme assez rare de cancer de l'estomac. C'était en 1988. Aussi une petite anecdote marrante, c'est que sa première conférence qu'il a donnée, alors qu'il était encore en train de passer sa thèse, il l'a passée à Princeton devant Einstein et devant Pauli. C'était quand même des people qui en général ils n'allaient pas voir des thèses comme ça, mais là ils se sont déplacés. Bon, il a dit après que c'est un peu n'importe quoi sa conférence. Ses travaux, donc là vous voyez une photo de Richard Feynman à droite en train de discuter avec Paul Dirac à gauche. C'était Maxime qui parlait de Paul Dirac, il me semble. Donc pourquoi j'ai mis cette image? Parce qu'en fait Feynman il a énormément continué les travaux de Dirac avait posé les bases. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Dirac en fait, c'est qu'il a fondé la mécanique quantique relativiste. C'est-à-dire qu'avant, dans la mécanique quantique, on ne prenait pas en compte le facteur relativiste dans l'équation de Schrödinger ou tout ça. Donc, par exemple, celle que la masse dépend de la vitesse, donc du référentiel, c'est égal à la masse au pot divisé par racine de 1 v carré sur c carré. Donc on remarque qu'il y a des vitesses qui tendent vers l'ordre de grandeur de celle de la lumière
ce facteur relativiste il devient plus négligeable. Et Dirac, c'est qu'il a introduit tout ça dans les bases de la mécanique quantique qui avaient déjà été posées. Donc il a fondé la mécanique quantique relativiste, mais les travaux de Feynman, c'est surtout sur l'électrodynamique quantique relativiste. Et c'est sur ce thème-là qu'il a reçu son prix Nobel en 1965. Donc la vision de la physique. Donc comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aimait vraiment aller dans le fondamental des choses, à se poser des questions, à toujours essayer de trouver plus fondamental encore, et à ce niveau-là, ça devenait presque philosophique, donc c'était très intéressant. C'était aussi quelqu'un qui était contre le fondamentalisme scientifique, c'est-à-dire qui disait la science, c'est pas une certitude absolue, ce qu'on a sur la science, ça peut être remis en cause tout le temps. Par exemple, Newton, la théorie newtonienne de la relativité, enfin pas de la relativité, la mécanique, quoi. On aurait juré que c'était vrai pendant 200 ans jusqu'à ce qu'Einstein arrive et ça tourne en cause, et donc lui il dit ça trouve la théorie de la relativité c'est pas la vérité, c'est pas ce qui décrit exactement la nature, ça trouve ce sera remis en cause un jour. Il dit tant qu'on peut être sûr qu'une théorie elle est fausse, mais on ne peut pas être sûr qu'une théorie elle est vraie, parce qu'un jour peut-être qu'il y aura un fait expérimental qui viendra la contredire, on ne peut jamais être sûr. Donc aussi à ce niveau-là il critiquait un peu la foi. Donc là je le montre ici. Dans cette image, si vous lisez, il a raconté une anecdote assez marrante, c'est qu'il faisait une analogie entre les soucoupes volantes et la religion. Donc il parlait de soucoupes volantes avec un ami, et il dit à son ami, moi je ne crois pas aux soucoupes volantes. Son ami lui fait, mais t'es sûr de ça, tu peux le prouver? Le mec dit, non, je ne peux pas le prouver, mais ça me semble juste pas très probable. Et son ami il fait, c'est pas scientifique ça de dire ça, que tu peux pas le prouver, et pourtant tu dis que tu crois pas. Il fait, non mais justement la science c'est ça, la science c'est pas de dire ça c'est sûr à 100%, ça on est sûr que c'est pas ça. C'est de dire qu'est-ce qui est plus probable ou qu'est-ce qui est moins probable. Et les soucoupes volantes, ça me semble plus probable que ça vienne de l'intelligence irrationnelle des humains plutôt que d'une intelligence rationnelle qu'on ne connaît pas. Donc voilà, analogie entre les soucoupes volantes et la religion. Et donc ma bibliographie, donc là je vais un peu développer. Donc c'est pas des autobiographies qu'il a écrit, vous voyez Charlie Rojkin, Mr. Feynman, What Do You Care, What Other People Think. C'est pas lui qui a écrit ça, mais c'est qu'il a donné beaucoup d'entretiens avec des personnes, et tout ça a été retranscrit. Donc c'est 2 livres que j'ai si ça vous intéresse. Donc voilà, il décrit beaucoup toutes ces anecdotes marrantes de sa vie, et il y en a un paquet, quoi. C'est pas que parler de physique, il en parle un peu, mais sinon il y a des livres, donc c'est les cours de physique de Feynman. C'est des livres un peu cultes. Là, c'est Électromagnétisme 1. Donc c'est des cours qu'il a donnés en 1963, 1964, il me semble. Donc c'est pas lui qui a écrit ça comme ça. C'est pendant qu'il faisait ses cours au Caltech, il avait un micro autour du cou, et ensuite on a retranscrit ça en livre. Donc du coup, c'est pas que des suites d'équations. Il y a aussi toutes les petites blagues qui sortent en cours, les petites anecdotes, des autres réflexions, parce qu'ils divergeaient souvent en cours, et donc on se trouve tout ça dedans, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est électromagnétisme 1, il y a aussi électromagnétisme 2, donc je ne l'ai pas lu parce que ça couvre tout le programme de licence, électromagnétisme 2 ça doit aller au-dessus, donc je sais pas. Sinon la mécanique 1 aussi, tout le programme de licence, et mécanique 2 ça va au-delà. Et le plus gros qu'il a publié, mais qui est paru, c'est mécanique quantique, parce que c'était son domaine de prédilection. Donc tous les livres que je viens de vous citer ils sont disponibles à la bibliothèque du Technopole si ça vous intéresse. Et sinon aussi, il y a des films, pas mal de films qui sont parus sur lui, là je cite les 3. Donc c'est il est filmé, puis il parle, c'est principalement ça, et on interroge un peu sa famille aussi, de sa vie. Donc voilà, c'est très intéressant. Voilà, j'en ai fini.